Ce gars déguisé en docteur, c'est André Rommelyoung, plus connu sous le nom de Dr. Dre. Un rappeur, producteur, entrepreneur à succès, et beaucoup plus. Avant de devenir l'homme que tout le monde connaît, Dre a traversé des phases assez étonnantes. Que ce soit sa fascination pour les blues de Docteur et ses tenues disco, ou son passage dans le groupe de rap le plus dangereux au monde, Dr. Dre a su défier les attentes. Et ces expériences ont fini par faire de lui l'un des artistes les plus influents dans le monde du hip-hop. Alors installe-toi confortablement pour découvrir l'histoire du Docteur qui a prescrit au monde une autre façon de créer de la musique. 1867, l'année où Griffith Dickinson Compton a décidé de faire un petit tour du propriétaire et de transformer un ranch espagnol en une ville moderne. Avec un groupe de colons, il a entraîné des dizaines de familles vers le doux climat californien, donnant naissance à ce qui deviendra Compton. À l'origine, la ville portait le nom de Gibsonville, en l'honneur de l'un des propriétaires du terrain, mais Griffith, un peu en mode « je m'aime », a rebaptisé la ville en son nom pour l'appeler Comptonville. Seul petit souci, il y avait déjà un Camptonville à environ 800 km de là. Alors pour éviter toute confusion sur le GPS, le nom a été raccourci à Compton. Alors peuplée d'environ 500 habitants, la ville a rapidement prospéré grâce à des terres agricoles généreuses, et au fil des décennies, la ville a connu des hauts, mais aussi pas mal de bas. Le racisme et les politiques discriminatoires ont détérioré cette stabilité sociale, et dans les années 50, la ville de Compton verra l'essor d'une classe moyenne afro-américaine, attirée par des terres résidentielles abordables. Mais cette décennie sera aussi marquée par du racisme ordinaire et institutionnel. Des restrictions étaient mises en place pour limiter l'accès de certaines minorités raciales à certains quartiers. Bref, à partir des années 60, Compton devient une ville en pleine mutation. Au fil du temps, le chômage a grimpé, la pauvreté s'est installée et la criminalité a trouvé son créneau, un peu comme un invité bourré qui refuse de partir après une fête. Sans parler des tensions raciales intenses exacerbées par les émeutes de Watts en 1965, qui marquent profondément la communauté de la région de South Central Los Angeles. Mais malgré ces défis socio-économiques, Compton a réussi à briller d'une manière inattendue. La ville est devenue un véritable chaudron culturel où la scène musicale a littéralement explosé. La musique, en particulier le jazz et le blues, jouaient un rôle central dans la vie sociale et culturelle de la ville. La ville s'est alors parée de nombreux clubs et lieux de concerts locaux où les habitants se retrouvaient pour vibrer au son de la musique en direct. Et puis, la maison de disques Motown a fait son entrée, inspirant des artistes locaux à ajouter une touche de soul à leur création. Les salles de musique locales ont alors permis aux artistes de se produire et de développer leur art, influencés par des icônes comme Ray Charles et Sam Cooke. C'était un peu comme un Disneyland musical. Par la suite, les mouvements de droits civiques ont ajouté une nouvelle dimension à la musique en y infusant des thèmes de justice sociale. C'est un peu comme si les chansons avaient soudainement pris des cours de droit et avaient décidé de passer à l'action. Et c'est là que les premiers signes du rap et du spoken word ont alors commencé à apparaître. Le spoken word, c'est un art de performance poétique qui repose sur des textes et des talents d'orateurs et d'interprètes. Cela inclut de la poésie, des slams et plus tard le rap. Mais revenons à nos moutons. La création de studios d'enregistrement et de petits labels à Compton a été un vrai coup de pouce pour la scène locale. Elle a facilité la production et la diffusion de la musique locale, posant les bases pour que Compton devienne un jour une véritable capitale du rap. Et c'est donc dans ce bazar qu'André Rommelyoung voit le jour. Né le 18 février 1965 dans une banlieue sud de Los Angeles, il déménage rapidement à Compton. En étant le premier enfant de Theodore et Verna Young, le petit André grandit dans une famille où la musique est omniprésente. Et c'est le cas de le dire. Son père, Theodore, était chanteur amateur dans un groupe appelé The Whamels, d'où le deuxième prénom d'André, un clin d'œil donc à la dynastie musicale de la famille. Et grâce à l'implication de son père dans la musique, André a été exposé dès son plus jeune âge à divers genres musicaux, notamment la soul et le R&B. On pourrait presque dire que les notes de musique étaient ses premières comptines et que ses premiers jouets étaient des disques vinyles. Mais sa mère Verna a aussi joué un rôle crucial dans la vie d'André. Imaginez un peu, elle a donné naissance à André seulement 2 semaines après son 16e anniversaire. Le résultat de ça, c'était un lien incroyablement fort entre elle et son fils. Mais sa maman a surtout été au centre de sa vie artistique, notamment en soutenant ses intérêts musicaux. Elle faisait donc tout ce qu'elle pouvait pour être la meilleure mère possible. You know, I read books, child psychology books, because I wanted to be a good mother and prove all these people wrong that in the neighborhood you hear the little whispers, look at her, she's not going to be nothing and her child's not going to be nothing either. And I think that's another negative that made me try harder and make it into a positive. Verna chantait souvent à la maison, exposant André à de la soul et de la funk dès son plus jeune âge. Des genres qui, plus tard, vont profondément influencer son développement musical. Mais malheureusement, l'enfance d'André ne sera pas tout à fait le conte de fées qu'on aurait pu espérer. Alors qu'il est encore dans ses couches, son père se retrouve accro à la drogue, et c'est alors le début des complications. À peine âgé de 3 ans, il doit déjà faire face à une séparation parentale. Au cours du 2e mariage de sa mère, André et son demi-frère Tyree ont été en grande partie élevés par leur grand-mère maternelle, et pendant ce temps-là, sa mère passait son temps à chercher du travail. Mais d'un autre côté, André était très complice avec son jeune frère Tyree.
he was kind of like wild, outspoken. When he walked in the room, it was like, okay, turn the music up, it's time to party. André a donc grandi dans une maison plutôt modeste, un peu comme une colocation à grande échelle avec sa grand-mère et plusieurs autres membres de la famille élargie. Et là où d'autres enfants sortiraient pour oublier ce manque de calme, André, lui, se retrouve captivé par les vinyles tournant sur les phonographes à la maison. La collection de disques de sa famille comprenait des albums de légende. Des chanteurs comme Diana Ross, James Brown et Aretha Franklin faisaient partie de la playlist. Mais ce sera un concert en particulier qui va changer la vie d'André. Il aura alors la chance d'entrer dans un club de Compton, accompagné de son oncle, qui était aussi le videur du club. Et ce soir-là, à l'affiche, il y a un certain Kurtis Blow, un des premiers rappeurs à connaître un succès commercial et le premier à signer avec un label majeur. Alors que tout le public se déchaîne sur les chansons de Curtis, André, pas du tout. Enfin si, mais ce qui capte vraiment son attention, c'est la prestation du petit frère de Curtis, une performance qui le laisse bouche bée, comme si tout d'un coup, les platines l'avaient hypnotisé. C'est comme ça qu'André a eu son premier contact avec le scratching. Le scratching, c'est une technique où les DJ font tourner les platines en manipulant les disques manuellement pour créer des effets sonores uniques. Cette technique a été perfectionnée et popularisée par des pionniers du hip-hop comme Grandmaster Flash et DJ Kool Herc, qui ont pris l'art de faire grincer les disques et l'ont transformé en une forme d'expression musicale. Dès l'adolescence, André est tellement fasciné par le scratching qu'il commence à fréquenter des fêtes locales où les DJ font danser les foules avec leurs techniques innovantes de scratching et de mixage. Inspiré par ce spectacle, André emprunte la platine de sa mère et commence à s'entraîner sans relâche chez lui. Voyant son dévouement, sa mère décide alors de lui offrir le plus beau cadeau pour Noël, une toute nouvelle table de mixage. Et sans le savoir, elle vient alors de lui offrir l'outil qui lui permettra de passer de jeune passionné à futur superstar. Et à partir de ce moment-là, sa chambre est devenue un véritable studio de mixage avec des basses qui faisaient trembler les murs. Et tout ça même si, pendant ce temps-là, il n'était pas particulièrement brillant à l'école. André a fréquenté plusieurs lycées avant d'être transféré au Fremont High School, où ses notes ont attiré l'attention, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Il a fini alors par jeter l'éponge sur ses études pour se lancer à fond dans la musique. Dans le même temps, sa mère va épouser un autre homme, et ce mariage a non seulement ajouté 3 nouvelles demi-sœurs, mais aussi un demi-frère nommé Warren Griffin à la famille. Et retenez bien ce nom parce qu'il reviendra beaucoup plus tard dans notre histoire. Toujours est-il que la violence et les gangs à Compton ont aussi impacté la jeunesse d'André. Par contre, ça ne l'empêchera pas du tout de rencontrer des filles. Et en 1981, alors qu'André n'a que 16 ans, il devient papa d'un petit garçon nommé Curtis. Mais les choses vont prendre une tournure inattendue quand Cassandra, sa copine de l'époque, décide de faire ses valises avec leur fils. Et Curtis ne découvrira l'identité de son père que lorsqu'il sera adolescent. Mais bon, on n'en est pas encore là. De toute façon, ce qui intéresse André à cette période-là, c'est la musique. Et quand il ne s'entraîne pas, André écoute des vinyles. Beaucoup de vinyles. Il sera d'ailleurs profondément influencé par les sons funk d'artistes comme George Clinton et Parliament Funkadelic. Des artistes qui ont non seulement influencé son goût musical, mais qui ont également inspiré son approche de la production musicale et du mixage par la suite. Parce qu'un jour, après avoir commencé à se produire dans des petites fêtes locales, soudainement, tout prendra un sens. Ses premiers fans vont alors le voir pour acheter ses cassettes, et c'est comme ça qu'il réalise qu'il pouvait réellement gagner de l'argent avec sa passion. Au fil des mois, André devient une véritable célébrité dans son quartier, et il adopte alors le pseudo de Dr. J en hommage à son idole, le basketteur Julius Erving, connu pour ses dunks spectaculaires et qui lui aussi se faisait appeler Dr. J. Mais André a rapidement compris que son surnom avait besoin d'un peu de rebranding pour être encore plus cool et surtout plus personnel. Et il a donc fusionné Dr. J avec son propre prénom, André, et voilà comment Dr. Dre a vu le jour. Pendant la majeure partie des années 80, la côte Est était le berceau du hip-hop, avec New York se pavanant en tant que capitale du rap. À cette époque, Los Angeles, qui fait partie de la West Coast, la côte Ouest, n'est encore que le petit frère qui tente de se faire entendre. Et malgré cette guéguerre entre les deux côtes, André continue de bosser sur sa musique avec une détermination sans faille. Et au début des années 80, alors que le funk électronique a fait son apparition, des clubs comme Eve After Dark étaient des lieux incontournables où les DJ expérimentaient avec des sons électroniques et funky. Ce club en particulier appartenait à Alonzo Williams, un DJ et promoteur influent de la côte ouest, et Dr. Dre fréquentait ce club aussi souvent que possible pour découvrir des DJ et rappeurs qui venaient s'y produire en direct. C'est à cette époque qu'André rencontre plusieurs figures importantes de la scène musicale de Los Angeles, mais ces rencontres vont lui ouvrir énormément de portes et lui permettre d'affiner ses compétences techniques et artistiques. Sur le plan personnel aussi, il fera des rencontres. L'une de ces rencontres sera Lisa Johnson, qui lui donnera son deuxième enfant en 1983. Résultat, André se retrouve avec 3 enfants à charge à
seulement 19 ans. Enfin, plutôt 4 enfants, parce qu'une autre fille était déjà née d'une aventure de Dre. Quoi qu'il en soit, malgré ces petits humains qui apparaissent dans sa vie, André reste concentré sur son objectif ultime et il décide alors de provoquer le destin. Un jour, Dre décide d'aller voir Alonzo Williams, le boss du club Eve After Dark, et lui dit « Hé, tu sais, je suis hyper chaud en musique. » Williams le regarde avant de répondre « De quoi tu me parles, gamin? T'es encore à l'âge des couches, pas des platines. » Dre insiste en lui disant « Donne-moi une chance, tu seras pas déçu. » C'est là que Williams dit « Bon, si tu travailles gratuitement, pourquoi pas ?» Dre ne se fait donc pas prier et malgré une tenue de docteur plus que douteuse qu'il décide de porter pendant ses représentations, il met immédiatement tout le monde d'accord. Il fait littéralement tourner les platines comme si c'était son dernier jour sur Terre. Quoi qu'il en soit, après sa représentation, Williams est impressionné par le talent de ce jeune DJ. Et on dirait bien qu'il vient alors de découvrir une perle rare. C'est là qu'il se dit, tiens, si on créait un groupe de musique qui pourrait se produire dans le club quotidiennement. Et il fonde alors le World Class Wrecking Crew en recrutant plusieurs talents locaux. Parmi eux, il y avait donc 2 DJ prometteurs, DJ Yella et Dr. Dre, et ensemble, ils commencent à concocter une musique qui mélange du funk, de l'électro et du hip-hop, créant un son unique qui résonnait avec les auditeurs de la côte ouest. Alonzo Williams crée du coup le label Crew Cut, qui a commencé à sortir de la musique de The World Class Wrecking Crew jusqu'au milieu des années 80 avec des ressources très minimes. Le groupe sort alors un single intitulé Slice, suivi de Surgery, toujours en rapport à son délire de docteur. Dre lâche pas l'affaire, et pour couronner le tout, il lâche un album complet nommé World Class. I'm Dr. Dre, gorgeous hunk of a man, doing tricks on the mix that no others can. The nurses say I'm cute, they say I'm fine, so you better beware because I'll blow your mind. La critique et le public ont accueilli ces morceaux avec un enthousiasme assez modéré, soulignant quand même la fraîcheur et la qualité de leur production. Leurs premières apparitions à la station de radio locale et à la télévision ont élargi leur audience, et les tournées locales et régionales ont renforcé leur notoriété. À partir de là, le groupe a rapidement gagné en popularité grâce à ses chansons. Le morceau Surgery deviendra d'ailleurs le premier vrai succès du groupe, se vendant à 50 000 exemplaires dans la région de Compton. Et il faut le dire, leur musique était spéciale, surtout pour l'époque, avec un rythme entraînant et un sens de l'humour prononcé. The Wrecking Crew a alors enchaîné plusieurs spectacles à Los Angeles en faisant notamment des premières parties de groupes plus connus. Et même si les premiers singles du groupe n'ont pas fait exploser les charts, ils ont eu un impact important sur la scène locale, permettant à Dre de perfectionner ses compétences et d'affiner son approche de la production. Au fur et à mesure du temps, les morceaux du groupe sont devenus de vrais incontournables des clubs de Los Angeles, et leur succès était principalement dû à Dr. Dre, qui était le chef d'orchestre du groupe. Et ce premier succès a rapidement été suivi de leur deuxième album, Wrapped in Romance. Dr. Dre is who I am. Come with me and your body I'll exam. Don't try to fight it, you can't resist. I'll hypnotize you with just one kiss. People ask, is he machine or man? Position's what he's called, or just Dr. Dre. People take a look, cause he's your future TJ. Dans ces morceaux, tout comme dans les précédents, le groupe se distinguait par son thème principal, le divertissement et la fête. En gros, elle était conçue pour les soirées où les gens se lâchent. Avec le temps, le groupe a évolué, intégrant de plus en plus d'éléments du hip-hop dans leur musique, et cette transition a marqué une étape importante pour Dr. Dre, qui commençait à développer un son plus brut et plus proche de la culture hip-hop. Et donc, malgré le succès que connaît World Class Wrecking Crew, Dr. Dre et son ami DJ Yella commencent à être un peu saoulés du genre electro-funk. À cette période, chaque membre du groupe avait sa vision et des ambitions différentes, mais surtout, Dre en avait marre que Williams lui fasse porter des tenues disco flashy qui le rendaient plus ridicule qu'autre chose. Il avait compris que les déguisements n'allaient pas le rendre plus crédible, et lui, ce qu'il voulait réellement, c'était s'habiller en mode gangster. C'est là que Dr. Dre et DJ Yella commencent alors à explorer de nouvelles directions musicales, et Dre en particulier est attiré par un son plus brut et plus authentique qui reflète les réalités sociales et les tensions raciales vécues à Compton, et de cette façon, les paillettes et les déguisements étaient petit à petit remplacés par des armes à feu. On arrive comme ça à la fin des années 80 et Compton est alors marqué par une criminalité élevée. Les jeunes Afro-Américains de cette région vivent sous la menace constante de la violence des gangs et de la brutalité policière, des conditions de vie compliquées qui vont finir par profondément influencer le style musical d'André. Il va alors rencontrer un certain Eric Wright,
qui vivait à quelques pâtés de maison. Eric, c'est un ancien dealer de drogue que tout le monde appelle Eazy-E. Mais après la mort de son cousin, Eazy-E a eu un déclic et il s'est dit que pour sortir du trafic de drogue, il allait investir ses gains dans la musique. Avec Dre, ils vont décider de réunir d'autres talents pour former un super groupe de rap. Et pour le premier d'entre eux, c'est facile, ce sera Ice Cube, un jeune rappeur qui avait impressionné Dr. Dre par sa polyvalence, sa présence scénique et surtout ses talents d'écriture. Dre l'a alors présenté à Eazy-E et il a rapidement intégré leur groupe en tant que membre important. Ensuite, MC Ren est venu s'ajouter à cette liste. Étant un grand ami de Eazy-E depuis le lycée, il a rejoint le groupe en tant que rappeur pour son engagement et son flow unique. Et le groupe s'est complètement formé avec l'arrivée d'une dernière recrue, l'ami et ancien collaborateur de Dr. Dre, DJ Ella. Il a été recruté pour sa vision créative et ses connaissances techniques en DJing et en mixage. Finalement, Arabian Prince et The D.O.C., des rappeurs et producteurs de Los Angeles, les ont rejoints sans pour autant faire officiellement partie du groupe. Et voilà, l'équipe était au complet. Enfin, il manquait un petit détail, parce qu'en réalité, avant même de former ce groupe, Eazy-E avait déjà cofondé le label Ruthless Records avec un certain Jerry Heller. Jerry, c'est ce gars, un manager de musique influent, surtout parce qu'il était riche. Très riche. Et en tant que manager, Jerry Heller a joué un rôle important dans leur succès, en gérant surtout l'aspect commercial du groupe. Bref, une fois le groupe formé, ils ont opté pour le nom NWA, un acronyme assez clair et qui reflète très bien l'attitude rebelle et provocatrice du groupe, mais aussi leur intention de défier les normes sociales et de parler ouvertement des réalités brutales de la vie dans les quartiers défavorisés, notamment à Compton. Tout ça, ça a rapidement mené à la création de leur premier morceau, posant les bases d'un style musical révolutionnaire et provocateur. En 1987, NWA sort Panic Zone, un morceau qui se concentre toujours sur l'ambiance festive et la danse, et c'est pour ce genre de son que Dre a été embauché par Eazy-E. Avec ses quelques années d'expérience dans les sons électro et festifs, Dre a quasiment créé le son à lui seul. Il faut savoir qu'à l'origine, le morceau avait été écrit en collaboration avec le rappeur mexicain Crazy D, et il s'appelait Hispanic Zone, mais le titre a finalement été modifié. Mais en réalité, ce morceau montre surtout une première phase expérimentale de NWA, une phase qui leur permettra de sortir un album de compilation nommé NWA and the Posse. Il s'agit d'un album de compilation rééditant les chansons de rap underground de NWA et d'autres groupes de rap associés à la région de Los Angeles. Sur ce projet, le label a privilégié les sons festifs et électro, même si à l'origine, ce n'était pas l'album que le groupe avait prévu de sortir. Et pourtant, la toute première chanson à apparaître sur l'album est aujourd'hui devenue un classique de NWA, Boys in the Hood. Pour ce son, tout avait été prévu. L'instrumental avait été préenregistré par Dr. Dre et les paroles écrites par Ice Cube, comme pour la plupart des sons de NWA. Et Eazy-E, lui, avait invité le groupe Homeboys Only pour venir interpréter la chanson en studio. Mais en découvrant les paroles osées écrites par Ice Cube, le groupe s'est finalement retiré au dernier moment. NWA avait donc un problème parce que sans interprète, pas de chanson. Et Dre a alors encouragé Eazy-E à rapper la chanson lui-même. Le truc, c'est que Eazy n'avait jamais rappé lui-même et il n'était pas hyper confiant à l'idée de le faire. Et quand il a tenté sa chance en studio, ils ont très vite compris pourquoi. Cruising down the street in my 6'4". Shit. Bref, Dre et Eazy ont quand même persévéré pendant près de 2 jours pour que chaque ligne soit en rythme avec sa mesure. Et malgré ses débuts compliqués, le rappeur débutant qui était Eazy-E a finalement apporté une voix et un personnage différents au morceau. On commence petit à petit à trouver ce style qui deviendra caractéristique du groupe. Mais ce sera qu'en sortant leur deuxième album que NWA va réellement être propulsé sur le devant de la scène musicale internationale. Contrairement à certains groupes de rap de l'époque, Dre et NWA n'hésitent pas à utiliser des thèmes et des paroles brutes sans filtre. Ils s'expriment comme s'ils s'expriment dans la rue, dans la vraie vie, avec les mêmes mots crus et violents, offrant des descriptions brutales mais réelles, à l'image du quartier dans lequel ils vivent à cette période-là. On est en 1988 quand Dre et son groupe présentent leur nouvel album Straight Outta Compton. Jusqu'à ce moment-là, la scène hip-hop de Los Angeles, c'était plutôt paillettes et confettis, et avec la sortie de cet album, la scène hip-hop de Los Angeles va complètement basculer pour offrir un tout nouveau style de rap, le gangsta rap. Ce style, amené principalement par NWA et le rappeur Ice-T, présente des caractéristiques bien spécifiques comme des descriptions de la vie dans les rues de Los Angeles, une résistance militante à l'autorité ou encore une violence sexiste. Le groupe a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre à cause des paroles explicites dans sa musique, que beaucoup considéraient comme misogynes ou homophobes, avec une glorification de la drogue et du crime. Mais il faut croire qu'il y a un public pour ça, parce que malgré tout, cet album qui a été enregistré et produit en Californie pour environ 12 000 $, va littéralement propulser Dr. Dre dans le panthéon du rap. Straight out of Compton, crazy motherfucker named
La chanson d'ouverture de l'album Straight Outta Compton est devenue l'un des morceaux les plus emblématiques du rap West Coast. Les paroles ne font pas dans la dentelle, elles décrivent les dures réalités de la vie dans les quartiers de Compton, et ce morceau permettra de réellement présenter NWA au monde en tant que groupe influent du rap West Coast, mais surtout, il montre les talents de Dr. Dre en tant que producteur. Le groupe va ensuite enchaîner avec le morceau Fuck Da Police. Probablement l'un des morceaux les plus controversés du hip-hop jusque-là. Ice Cube aurait pondu cette chanson après qu'il se soit fait embarquer par la police, et en réalité, la chanson a failli ne jamais exister à cause de Dr. Dre. Avant la création du morceau en studio, Cube est venu voir Dre et lui a dit « Et Dre, mate un peu ce texte de zinzin que je viens d'écrire. » Quand Dre a lu les premières phrases, il s'est dit « T'es complètement fou, jamais on peut sortir ça, on va se faire allumer. » Et Cube lui dit alors « C'est toi le fou, la police nous maltraite sans arrêt. C'est à leur tour maintenant. » Quelque temps plus tard, après s'être fait violemment arrêter par la police pour aucune raison, si ce n'est sa couleur de peau, Dre est revenu voir Ice Cube en lui disant « Hey Cube, tu te souviens de ce texte de zinzin que t'avais écrit ? Eh bien, j'ai une instru aux petits oignons pour toi. Tu vas te régaler mon cochon. » Non. Ça, à mon avis, il l'a pas dit. Ce morceau parodie les procédures judiciaires en inversant les rôles. Dr. Dre joue le rôle du juge qui entend une accusation contre la police, alors que Ice Cube, MC Ren et Eazy-E balancent des punchlines pour critiquer les forces de l'ordre. À la fin, le jury composé probablement de leur fan club déclare la police coupable. Bon, oui, c'est une parodie. Par contre, ça ne va absolument pas faire rire la police. En même temps, vu le titre de la chanson, ils ne s'attendaient pas à être applaudis par les policiers. Finalement, cette chanson a tellement mis les nerfs au FBI qu'ils ont pris le temps de rédiger une lettre bien officielle pour dire à la maison de disques de NWA ce qu'ils pensaient de leur texte. Et ensuite, en 1989, lors d'un concert à Détroit, la police a carrément interdit au groupe de chanter le morceau en question. Mais honnêtement, dire à NWA de ne pas chanter une chanson, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il est inutile de préciser que ça n'a absolument pas fonctionné. Ils l'ont quand même fait, et en même temps, la provocation, c'est un peu leur signature. La chanson va malheureusement durer que quelques secondes avant que des coups de feu ne retentissent dans la foule. Le groupe s'est alors enfui de la scène pour être arrêté par la police dans les coulisses. Mais en réalité, cet incident et la lettre du FBI n'aura finalement servi qu'à attirer davantage d'attention sur le groupe. Comme Eazy le disait toujours, la publicité, même négative, est toujours de la publicité. Mais malheureusement, l'année 1989 va continuer sur une note sombre pour Dr. Dre. En pleine tournée avec leur album Straight Outta Compton, il a perdu son demi-frère, Tyree, victime d'une agression qui lui a brisé le cou. Un moment extrêmement difficile pour Dre, qui était très proche de son frère. Some Compton rappers are going head-to-head with MTV because the music channel has refused to play their video. On MTV, they play heavy metal music. They show people worshiping the devil and all this. So when we bring out a video telling the truth how it is on the street, to show everybody so they can be aware of this, they don't want to play it. They say we promoting violence, promoting drugs. I disagree with that. L'année suivante, les problèmes continuent. MTV, la célèbre chaîne de télévision spécialisée dans la diffusion de clips, a interdit la diffusion de leurs chansons sur leur chaîne. Comme si la chaîne avait décidé que le groupe était un peu trop épicé pour leur menu. D'ailleurs, l'album du groupe a été parmi les premiers à adhérer au nouveau système de label Parental Advisory, une petite mention qui était censée prévenir l'auditeur du contenu explicite présent dans l'album. Mais ça non plus, ça n'avait pas énormément de sens, puisque c'était justement la nature controversée de la musique de NWA qui attirait son public. Bref, cette couverture médiatique a largement compensé le manque de diffusion du groupe. Et cette censure n'a fait qu'augmenter la popularité du groupe, et malgré les protestations, les interdictions et la censure, le morceau Fuck Da Police s'est hissé parmi les chansons les plus écoutées, suivi d'ailleurs par des chansons comme Gangsta Gangsta qui explorent la vie de gangster. Jusque-là, Dre était un peu le chef d'orchestre dans l'ombre, laissant Eazy-E et Ice Cube briller sous les projecteurs. Mais à présent, il était temps pour Dre de passer sur le devant de la scène, notamment avec la sortie d'un de mes morceaux favoris du groupe, Express Yourself. Une chanson qui à l'origine avait vu le jour 18 ans plus tôt par un groupe de soul et funk. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Mais dans la version de NWA, Dr. Dre a pris les paroles originales pour les interpréter à sa sauce en mélangeant les éléments de la chanson soul avec une bonne dose de rap. Au
final, l'album a connu un énorme succès en devenant le premier album de gangsta rap à être certifié platine. Dr. Dre et DJ Yella ont concocté les beats comme des chefs étoilés, préparant un menu spécial, tout en laissant à Dre faire quelques incursions en rap pour pimenter le tout. Bon, j'arrête les allusions à la bouffe. Quoi qu'il en soit, ce succès a aussi permis de consolider encore davantage le titre de son groupe en tant que groupe de rap le plus dangereux au monde. Un titre qu'ils avaient obtenu non seulement pour leurs paroles violentes, mais aussi pour l'image rebelle et provocatrice qu'ils cultivaient. Eazy-E ayant des liens avec des gangs, sans pour autant avoir une carte de membre officiel, ajouter une touche de mystère et de danger à leur réputation. Et du coup, Dr. Dre et son groupe, qui au départ voulaient simplement protester contre la brutalité policière et le profilage racial, ont fini par devenir les pionniers du gangsta rap. Et à partir de ce moment-là, Dr. Dre est petit à petit devenu une vraie icône du rap. Le groupe a même été reconnu pour avoir été le premier à ouvrir le rap à un public américain blanc, contribuant à la propagation rapide du rap au sein de la population américaine en général. Mais après tout ce succès, c'était comme inévitable, NWA a commencé tout doucement à se fissurer. D'abord avec le départ d'Ice Cube, pas parce qu'il avait décidé de faire une retraite au soleil, mais parce qu'il y avait des problèmes d'argent. Il recevait à peine un sou alors qu'il écrivait la majorité des morceaux. Dr. Dre, quant à lui, n'était pas encore prêt à quitter le navire. Et il préférait continuer à surfer sur la vague du succès sans forcément avoir besoin d'avoir une grande part du trésor. Il a donc continué à bosser sur l'EP du groupe, et sur l'un des morceaux de cet EP, le groupe critique ouvertement Ice Cube suite à son départ. L'année suivante, Dre a travaillé sur le nouvel album du groupe, un projet qui a formé les premières expériences de Dre avec le G-Funk, un sous-genre du hip-hop qui mélange le style gangster de la Californie avec la musique funk. Mais là encore, cet album de NWA a aussi contribué à créer un morceau dans lequel Ice Cube se fait littéralement allumer par son ancien groupe. Ice Cube de son côté ne chômait pas parce que pendant ce temps-là, il a sorti 2 albums, dont un dans lequel il s'est complètement lâché. Au fil du temps, Dr. Dre en a eu marre de cette dispute d'adolescents. Ce qui l'intéressait, c'était la musique avant tout. Et il a alors retroussé ses manches et s'est remis à bosser sur plusieurs projets pour Ruthless Records. Il a notamment contribué au premier solo d'Eazy-E, Easy Does It, et a travaillé sur l'album de Michelle, une jeune chanteuse R&B, avec qui il n'a pas seulement partagé des sessions d'enregistrement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ne croyez pas que Dre se soit contenté de jouer les producteurs pendant tout ce temps. En parallèle, il a aussi continué à gérer un autre projet, les enfants. 3 enfants se sont ajoutés à la liste. Avec tout ce beau monde à charge, Dre commence à se demander si son contrat chez NWA est vraiment à la hauteur. Et il commence surtout à se demander si Cube n'avait pas raison de quitter le groupe. C'est alors qu'un producteur influent entre en scène pour mettre de l'ordre dans tout ça. J'ai nommé un certain Suge Knight. Suge Knight, c'est lui. Un grand gaillard qui faisait régner sa loi à Los Angeles comme un shérif du western, mais en version gangster. Né à Compton, il a rapidement rejoint les Mob Piru Bloods, un groupe de gang Bloods, et après une petite carrière dans la NFL, il a trouvé du travail en tant qu'organisateur de concerts et garde du corps pour célébrités. Suge a ensuite monté sa propre boîte de gestion d'artistes, signant des stars de la côte ouest comme DJ Quick et de D.O.C. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier qu'il a croisé la route de Dr. Dre, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire du hip-hop. Dr. Dre, qui voulait quitter NWA et Ruthless Records, s'est mis à discuter avec Suge quand Suge lui a balancé « Et mec, ça te dit qu'on monte notre boîte ensemble ?» Dre, un peu coincé, a répondu qu'il aimerait bien quitter son groupe, mais que c'était un peu chaud avec son contrat. Et Suge, avec un sourire confiant, lui a lâché « T'inquiète frérot, je m'en occupe ». Après avoir discuté avec Eazy-E de façon, disons, persuasive, Suge Knight est revenu vers Dre avec un bout de papier signé. La rupture du contrat était donc officielle et Dre était enfin libre comme l'air, prêt à conquérir le monde du rap. Dre et Suge se sont alors associés pour créer un nouveau label, d'abord nommé Future Shock Records. Ouais, le nom est pas ouf. Du coup, ils ont rapidement changé ça pour Death Row Records,
un nom qui claquait beaucoup plus. Leur ambition, faire de Death Row la Motown des années 90 avec Dr. Dre comme artiste phare. Et dopé par des fonds d'origine un peu flous, le label a déployé ses ailes, prêt à conquérir le monde musical. À partir de là, le plan du label est simple. Dre chercherait des nouveaux talents pendant que Suge supervisait les opérations. C'est exactement à ce moment-là qu'un personnage qui deviendrait une légende du rap entre en scène dans notre histoire. Mais avant de parler de ce mystérieux nouvel arrivant, petit retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de Warren Griffin, le beau-frère de Dre? Eh bien, devinez quoi, lui aussi s'est lancé dans la musique sous le nom de Warren G. Et c'est grâce à lui que Dr. Dre découvre donc ce mystérieux personnage qui nous intéresse. Un gars grand, mince et toujours prêt à se défoncer en studio, littéralement. Ce jeune talent, il se fait appeler Snoop Doggy Dogg, et c'est un rappeur très prometteur. À cette période-là, Dre est hyper concentré sur la construction de Death Row Records. Mais il ne néglige pas pour autant sa propre carrière musicale, parce que l'année suivante, il sort son premier single en collaboration avec Snoop, marquant le début d'une collaboration qui allait devenir légendaire dans l'histoire du hip-hop. Yeah, and you don't stop. 'Cause it's 187 on a undercover car. Yeah, and you don't stop. 'Cause it's 187 on a undercover car. Le morceau Deep Cover marque le premier single solo de Dr. Dre, enregistré pour la bande originale du film du même nom. Mais ce qui rend ce morceau encore plus spécial, c'est qu'il introduit au monde Snoop Doggy Dogg, qui fait ici sa toute première apparition sur un vrai disque. Dès lors, Dre et Snoop deviennent inséparables, un peu comme Batman et Robin, mais avec encore plus de style. Et ils se lancent alors ensemble dans la création du premier album solo de Dre, un projet qui allait poser les bases d'une nouvelle ère dans le rap. Pour son premier album solo, Dre voulait faire une entrée fracassante, et sans suspense, il a largement réussi son pari. Il a intitulé son projet The Chronic, et avec cet album, Dre espérait redéfinir le gangsta rap, le rendant plus accessible, plus mélodique, et surtout qu'il soit plus lucratif, qu'il apporte beaucoup plus de blé, de thunes, de cash, d'oseille. Bref, c'est véritablement là que le G-Funk sera popularisé au grand public. Dre avait commencé à explorer le G-Funk quelques temps avant ça, pour adoucir le côté agressif de NWA vers la fin de son passage dans le groupe, et ce style repose sur des échantillons funk et soul, principalement tirés de George Clinton dont il était fan, le tout accompagné de synthétiseurs aigus et de grooves de basse profondes. Le G-Funk a apporté une ambiance décontractée et mélodique, contrastant avec l'intensité brutale du gangsta rap traditionnel. Et d'après Dr. Dre, c'est le genre de musique parfaite pour se promener dans les rues de Los Angeles en fumant un joint. D'ailleurs, l'album est en grande partie un hommage au cannabis. La pochette d'album, devenue iconique, rend hommage au paquet de feuilles à rouler de la marque Zigzag, un design qui d'ailleurs avait déjà inspiré Eazy-E dans le passé. Quoi qu'il en soit, l'album démarre sur les chapeaux de roue avec un morceau d'introduction bien piquant. Dans ce morceau, il laisse principalement son protégé, Snoop, s'occuper du sale boulot, et il y fait l'éloge de Death Row pour ensuite se moquer d'Eazy-E et Jerry Heller. P.S. Fuck Mr. Rourke and Tattoo, a.k.a. Jerry and Easy. Sincerely yours, these motherfucking nuts. I don't love Easy, I don't love Jerry, I don't love Ruthless Records. Sur ce morceau qui donne le ton, autant par les paroles que par le style G-Funk, Dre est aussi bien rappeur que producteur. Mais c'est avec une autre chanson que le genre G-Funk se voit propulsé sous les projecteurs. Ce morceau est un exemple classique du style qu'adoptait Dre, parce que le titre même de la chanson fait référence à cette culture avec le G représentant gangsta, et d'ailleurs une grande partie de la création de ce morceau a vu le jour en prison, alors que Snoop Doggy Dogg purgeait l'une de ses peines. Dre wanted to record a demo of Nothing But a G Thing, and you were unavailable at that time. You were indisposed, correct? I was incarcerated. You were incarcerated. No, Snoop doesn't remember that. That happened. What'd I do? You record. I remember you being in jail. You know, I've told you this story. I remember calling you from the jail, bro. Of course he doesn't remember. I remember calling you from the jail, cuz. Come on, give me the story. I taped the headphone to the mic. And I spit it? Yeah. Damn. Bref, ce morceau, c'est une hymne à la fois à la culture et à l'ambiance qui régnait dans les rues de Los Angeles, emballée dans un groove irrésistible. Et la chanson a non seulement cartonné commercialement, mais elle a aussi été un pilier dans l'ascension du rap de la côte ouest. Évidemment, d'autres morceaux feront aussi parler, notamment Dre Day et Let Me Ride. Sur ces sons, comme sur 10 des 16 morceaux présents sur l'album, Dre collabore avec Snoop. Sur Dre Day, tout commence dans l'intro de l'album, et ils n'y vont pas de main morte. Il s'attaque à plusieurs rappeurs, dont Eazy-E, et la chanson est célèbre pour ses paroles sarcastiques et son ton moqueur, où Dre et Snoop se moquent ouvertement de leurs rivaux, remettant en question leur authenticité et leur crédibilité dans le rap. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap that taste out your mouth, make it bow down to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide.
Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. Dre Day est souvent cité comme une diss track classique utilisant la musique comme un moyen de régler ses comptes en public. Par contre, le troisième single de l'album n'a pas immédiatement attiré l'attention qu'on lui aurait souhaité. Et même s'il ne tardera pas à se transformer en un véritable succès, notamment quand Dre remportera un Grammy Award pour celui-ci, with all the niggas saying, hell yeah. Ce titre célèbre le style de vie associé à la côte ouest des États-Unis en mettant particulièrement en avant celui des gangsters de Los Angeles, avec des références aux voitures lowriders et au plaisir de rouler au son du G-Funk. Sur ce projet qui est censé quand même être un album solo, Dre décide de ne pas monopoliser la scène et laisse ses protégés de Death Row briller avec lui. Parce qu'après avoir découvert Snoop, Dre a signé d'autres talents prometteurs comme Kurupt et Nate Dogg, et sur l'album, Dre joue les chefs d'orchestre, collaborant largement et n'apparaissant en solo que sur 3 des 16 morceaux, autant dire qu'il aime ça, collaborer. Et c'est le cas tout au long de sa carrière. La liste de personnes avec qui il a collaboré est tellement longue que c'est impossible de tous les citer sans en oublier. Chacun de ces artistes apporte son propre style et son énergie, ajoutant des touches uniques au projet. Finalement, The Chronic est comme un cocktail musical où Dre a mélangé les meilleurs ingrédients de la funk, de la soul et du rap. C'est simplement ce genre d'album qui révolutionne littéralement son style. Bref, le succès de The Chronic a transformé la vie de Dr. Dre. Il est passé du statut de simple membre du groupe à celui de superstar de l'industrie musicale. En 1993, aux États-Unis, tout ce qui touche de près ou de loin à Death Row Records est observé de près par les fans du hip-hop. Et après le succès retentissant de The Chronic, Dre et Snoop Dogg se lancent dans l'enregistrement du premier album de Snoop. Par contre, la création de cet album prend du temps. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'en studio, l'équipe aime s'amuser, entourée de filles et de choses pas très légales, ce qui ralentit la production de disques. Malgré ça, avec l'aide de Dr. Dre, Snoop Dogg réussit à concocter un album avec une vibe et un style unique, en particulier le morceau Who Am I, dans lequel Dre utilise plusieurs samples, dont un d'Atomic Dog, ce qui fera résonner la chanson dans le monde entier. Cet album a été produit dans un style similaire à The Chronic. Les deux projets sont liés par un grand nombre de contributions vocales d'artistes de Death Row Records. Ils explorent les mêmes thèmes et les deux albums sont considérés comme des classiques du G-Funk. Et bien sûr, Dre produira d'autres morceaux iconiques sur cet album comme Gin and Juice, Malgré quelques doutes sur la réelle contribution de Dre dans l'album, Snoop a toujours confirmé que Dre avait bel et bien produit tout le disque. Par la suite, Dre s'est retrouvé à réaliser un court-métrage dont l'acteur principal était Snoop, et les deux meilleurs amis ont évidemment aussi bossé sur la bande originale du film. Pour résumer rapidement, l'histoire du film raconte la mort fictive de Snoop Dogg et sa résurrection après avoir conclu un pacte avec le diable. En parallèle à tout ça, et après le décès tragique d'Eazy-E, les tensions dans l'ancien groupe NWA se sont un peu calmées. Dr. Dre et Ice Cube se sont alors retrouvés pour nous montrer que leur alchimie musicale était toujours aussi présente. À partir de là, Dre sera sollicité de partout, même dans le cinéma. Les films Above the Rim et Friday feront appel à ses talents pour créer des bandes originales, des demandes qui donneront naissance à des œuvres importantes de sa carrière. Parmi ses créations, on retrouve Keep Their Heads Ringin', un morceau qui a littéralement pris d'assaut les charts américains.
Pendant ce temps-là, Death Row Records ne se repose pas sur ses lauriers et continue de recruter des rappeurs talentueux. Et parmi eux se trouve un certain Tupac Shakur. Tupac, c'est le gangsta rap dans toute sa splendeur. Et quand Tupac sort de prison en 1995 grâce à Suge Knight qui avait payé sa caution, il signe avec Death Row Records sans même prendre le temps de défaire ses valises. À ce moment-là, Tupac commence alors à se positionner comme la star majeure du label et c'est là qu'il fera la rencontre de Dr. Dre. Connu pour son éthique de travail, Tupac s'est immédiatement mis à enregistrer, les yeux fixés sur sa première sortie pour Death Row, All Eyes on Me. Et le premier single prévu sur l'album, California Love. Enfin, pas vraiment parce que ce morceau était en réalité destiné à Dr. Dre. Et en réalité, il existe plusieurs histoires sur la création de cette chanson, mais la plus connue raconte que Tupac a débarqué en studio alors que Dre bossait sur le beat de California Love. Dre lui a donc tout simplement fait écouter ce qu'il mijotait, un morceau qui samplait deux autres morceaux, et en les combinant, Dre a fait une mélodie tout simplement magique. Il aurait alors enregistré son couplet en 2 temps de 3 mouvements pour en faire un hit planétaire. Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Au fil des semaines suivantes, des tensions ont éclaté entre Dre et Suge, et pas pour des broutilles. Tout d'abord, Dre se sentait de plus en plus mal à l'aise avec l'atmosphère violente et le comportement agressif de l'entourage de Death Row. Il considérait Suge Knight comme corrompu et financièrement malhonnête, et cerise sur le gâteau, Dre jugeait son contrat comme étant injuste et l'a fait savoir. Face à ce conflit, Tupac, fidèle à sa réputation de fauteur de troubles, a rapidement choisi son camp, notamment à cause de sa loyauté envers Suge, entre autres pour avoir payé sa caution, et Suge quant à lui avait l'impression que les artistes de Death Row ne lui accordaient pas assez de respect pour ce qu'il avait accompli. Quoi qu'il en soit, il était trop tard, Dre étant fatigué de ces histoires, s'est fait la malle pour fonder sa propre maison de disques. Aftermath. Nous sommes le 22 mars 1996 et c'est le jour où Aftermath Entertainment voit le jour, comme une sorte de naissance musicale sous le signe de la qualité. Avec ce nouveau label, Dre avait une idée bien précise en tête, privilégier la qualité à la quantité. Il voulait offrir aux artistes un cadre où ils pouvaient s'épanouir sans avoir à gérer les pressions et les tensions qui avaient marqué ses propres expériences. Bref, un endroit où la créativité pouvait s'épanouir sans se faire malmener. Mais pour transformer cette vision en réalité, il lui fallait le soutien de l'ancien label parent de Death Row, Interscope Records. Fondé à la fin des années 80 par Ted Field et un certain Jimmy Iovine, Interscope a commencé comme un label relativement inconnu avec des ressources limitées, mais grâce à un accord avec Atlantic Records, un label beaucoup plus grand, Interscope a soudainement eu les moyens de ses ambitions. Avec plus d'argent à sa disposition, le label a pu prendre de plus grands risques et poursuivre des projets plus ambitieux. Et parmi ces projets ambitieux, la création de Death Row Records, le fameux label cofondé par Dr. Dre. C'est d'ailleurs là que Dre a rencontré Jimmy Iovine, un vrai magicien de l'industrie musicale, avec qui il aura une très bonne relation professionnelle dans le futur. Et Dre savait très bien que s'il voulait lancer son label, il pouvait compter sur son ami Jimmy. Du coup, après avoir quitté Death Row Records, Dre n'a pas traîné et il a lancé Aftermath Entertainment via Interscope Records. Aftermath a alors été fondé en tant que label boutique, se concentrant sur un petit nombre de sorties, mais chacune avec le potentiel de cartonner. En gros, il préférait sortir un album en or massif plutôt qu'une dizaine de disques en argent. Et contre toute attente, quelques mois après la création d'Aftermath, Dre débarquera sur le single No Diggity du groupe Blackstreet. Un morceau dans lequel Dre se vante de son style de vie luxueux et qui restera en tête des charts pendant 4 semaines. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas à cette chanson, parce qu'après avoir entendu ce tube, certains anciens collègues de Dre chez Death Row, dont Tupac Shakur, décident de s'attaquer à Dre avec une chanson. Il y balance des insultes envers Dr. Dre en utilisant une instrumentale étrangement similaire au morceau No Diggity. Malheureusement pour eux, le groupe Blackstreet estime que cette chanson ressemble beaucoup trop à leur morceau et ils vont donc décider d'attaquer en justice pour plagiat. Finalement, après le décès de Tupac en 1996, les choses vont se compliquer sérieusement pour Death Row Records et le label se retrouve dans le collimateur de la justice, visé par plusieurs poursuites pour des soupçons de financement illégaux.
Le 26 novembre 1996, Dr. Dre nous présente l'album The Aftermath, le premier bébé musical de son nouveau label et une compilation qui met en avant ses premières recrues. Ce projet a donc été principalement produit par une équipe triée sur le volet, composée de grands producteurs et de grands musiciens. À cette époque, la compétition entre les scènes rap de la côte Est, centrée autour de New York, et celle de la côte Ouest, basée à Los Angeles, était intense. Et ces tensions étaient encore plus intensifiées par la compétition pour la domination commerciale et par des conflits personnels entre certains artistes majeurs de chaque côté. Mais Dre, lui, il refuse de prendre part à cette rivalité qu'il estime ridicule, produisant et apparaissant autant auprès d'artistes de Los Angeles qu'auprès d'artistes new-yorkais comme Nas, LL Cool J ou encore Jay-Z. At any chance you hit, we live for the moment. Make sense, don't it? Now make dollars. Watch me. Check this out. Nasty Nas, Dr. Dre. East meets West. That's how we making it happen. Et le premier single du premier album de son label sera d'ailleurs un clin d'œil à cette fameuse rivalité entre la côte Est et Ouest du rap. La chanson dénonce cette rivalité en envoyant un message de paix et d'unité claire, et les artistes représentant la côte Est et Ouest dans le morceau s'opposent à l'idée de conflit entre régions, insistant sur le fait que la musique et la culture hip-hop devraient unir les gens plutôt que de les diviser. Finalement, le mois suivant, Dre continue sur sa lancée avec un deuxième single, un morceau en solo où il se retrouve au micro pour nous offrir une nouvelle pépite dont il a le secret. Hella Swiss and mozzarella, pocket sweller, getting money like a bank teller. Cause a fool and his dough soon split, so when you come across a fool, get all that you can get. Ladies, get your paper too, don't expect for no man to support you. Au final, malgré son gros succès, l'album de Dre n'a pas réellement fait l'effet qu'il espérait. Mais quoi qu'il en soit, ce projet a fait plus que simplement remplir les étagères des disquaires. Il a marqué un tournant artistique pour Dre en révélant une nouvelle génération d'artistes sous son label, un tas de rappeurs prêts à enflammer la scène hip-hop. Un an plus tard, Aftermath sort un autre projet ambitieux, l'album collaboratif du super groupe de hip-hop, The Firm. Ce groupe était un peu comme les Avengers du rap de la côte Est, réunissant des poids lourds comme Nas, Foxy Brown, Anthony Cruz et Cormega. Dre avait placé beaucoup d'espoir dans ce projet, rêvant d'un succès qui aurait fait trembler les charts américains, mais malheureusement, l'album a fait un sacré flop. Le groupe a donc été retiré d'Aftermath, et suite à cet échec, Dre se retrouve dans le mal. Surtout quand, en plus de ça, il apprend que des rumeurs circulent selon lesquelles son label serait confronté à des difficultés financières. Et remuons encore un peu plus le couteau dans la plaie, la même année, Aftermath Entertainment sera poursuivi pour violation de marque, déposée par le groupe de thrash metal underground appelé Aftermath. Un coup dur dont Dre se serait bien passé. C'est là qu'intervient son fidèle complice, Jimmy Iovine, avec une recommandation qui allait changer la donne. Jimmy lui présente alors un rappeur assez unique en son genre, un certain Eminem. Après avoir écouté le premier EP d'Eminem, sans même savoir qu'il s'agissait d'un rappeur blanc, Dre a été impressionné par le talent brut de l'artiste qu'il écoutait, et peu importe sa couleur de peau, la philosophie de Dre avait toujours été de privilégier le talent plutôt que l'apparence. Il décide donc de signer Eminem sur le champ dans son label. Face au scepticisme de l'industrie qui ne savait pas trop quoi penser d'un rappeur blanc de Détroit, Dre prend alors une décision forte en pariant sur Eminem. D'ailleurs, beaucoup pensaient que Dre avait perdu la tête, mais lui, il savait que le talent d'Eminem était beaucoup trop puissant pour être ignoré. Et je ne vous apprends rien, il avait raison, et Dr. Dre n'a évidemment jamais regretté son choix. Dès qu'ils se sont retrouvés en studio, Dre a été époustouflé par son talent. L'énergie, le flow et les paroles percutantes qu'Eminem proposait étaient une véritable bouffée d'air frais pour le monde du rap. Et l'alchimie entre Dre et Eminem était palpable, presque électrique. Parce qu'en quelques minutes, ils ont commencé à créer ce qui allait devenir l'un des plus grands succès d'Eminem. Dre a chopé un extrait de la chanson I Got To. Et ensuite, il l'a mis en boucle pour qu'Eminem puisse trouver un refrain accrocheur. Et en quelques minutes à peine, ils avaient créé un morceau qui allait bientôt conquérir le monde.
Le morceau est grimpé au sommet des charts, faisant passer d'Eminem d'un rappeur obscur à une sensation nationale du jour au lendemain. Et suite à ce succès, Aftermath a sorti l'album d'Eminem, The Slim Shady LP. Produit entièrement par Dre, cet album a validé la décision de signer Eminem dans son label, faisant taire les critiques et solidifiant encore un peu plus sa réputation de producteur visionnaire. L'une des chansons marquantes de l'album est Guilty Conscience, un morceau où Dre se permet de faire la leçon au mauvais élève qu'est Eminem. Now before you walk in the door of this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Who are you? I'm your mother conscience. That's nonsense. Go in, gap for the money and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress to one of her blonde wigs. Et la sortie de ce projet marquera le début d'une nouvelle ère du hip-hop, une ère où Dr. Dre et Eminem seraient au premier plan. Fort de ce succès, Dre était alors prêt à faire le prochain grand coup, et c'est en 1999 qu'il a décidé de passer à la vitesse supérieure avec la sortie de son nouvel album nommé 2001. Oui, le titre est assez mystérieux, mais ce qu'on sait, c'est que cet album à la base aurait dû être nommé The Chronic 2. La raison de ce changement de nom, après la création d'Aftermath Entertainment, le nouveau distributeur de Death Row Records a décidé de baptiser leur album de compilation Chronic 2000. Quand Aftermath a appris que Death Row prévoyait d'utiliser le même nom pour l'album, il a finalement décidé d'appeler son album 2001. Et comme à son habitude, Dre n'a pas fait les choses à moitié. Il a réuni énormément d'artistes pour peaufiner cet album, y compris ses collaborateurs réguliers comme Snoop Dogg, Kurupt, Exhibit, Nate Dogg et bien sûr Eminem. Mais pour cet album, les enjeux étaient beaucoup plus importants. Dre devait absolument montrer qu'il était toujours une force sur laquelle il fallait compter. Pour ce faire, il a recruté Jay-Z qui a magistralement écrit les paroles de son premier single que Dre a ensuite interprété aux côtés de Snoop Dogg. Et autant dire que cette collaboration a littéralement fait exploser les charts et a confirmé que le maître du G-Funk était toujours en pleine forme. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Sitting for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Avec la sortie de ce morceau, l'album de Dre promettait d'être un vrai classique, et ça n'a pas manqué. Dès les premières notes, il était clair que Dre était en train de réécrire les règles du jeu. L'album ne s'est pas contenté de satisfaire les attentes, il a marqué les esprits et a fait passer Dre du statut d'icône à celui de monument du hip-hop, en nous offrant certains classiques inoubliables. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Wood, poop the field, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Best friends and money, I lost them both. Went and visited niggas in the hospital. It's all the same shit all across the globe. I just sit back and watch the show. Everywhere that I go ain't the same as before. I still remember the window with a car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga, Doc. And easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you. And that's just being real with you. Explosive. West Coast shit, my niggerish ways attract girls that used to turn they back, causing me to yank they arm and pose like I would do them all. Now I'm saying thank you cause they tell me my shit's the bomb. Explosive. You better bow down on both knees. Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you to ODs? Easy-E's, Ice Cubes and DOCs, the Snoop D.O.G.'s, and a group that said motherfuck the police. Ce dernier single a été un succès dans de nombreux classements, un véritable coup de maître qui a aussi été couronné de succès sur le petit écran. Le clip a remporté le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo rap en 2000. Et cerise sur le gâteau, la chanson a offert à Dre un deuxième Grammy Award. Avec ce palmarès, cet album est devenu le classique par excellence de Dr. Dre. Il est devenu le plus vendu de sa carrière, prouvant une fois de plus que Dre était au sommet de son art. Après ça, Dr. Dre s'est concentré sur la production de chansons et d'albums pour d'autres artistes, et il a commencé fort en coproduisant pas moins de 6 titres sur l'album phare d'Eminem, Marshall Mathers, dont le premier single, The Real Slim Shady. La chanson contient d'ailleurs une ligne à propos de Dr. Dre, depuis devenue iconique. Pour cet album, Eminem recevra un nouveau Grammy Awards et il ne manquera pas de remercier Dre pendant cette cérémonie. I want to thank Paul Rosenberg, Jimmy Iovine, Dr. Dre, of course, once again. Thank you, sir. Once again, you got me up here. Suite à ce succès, tout en continuant à recruter de nouveaux talents pour son label, Dre s'est lancé dans la production de singles et d'albums pour les artistes déjà présents. En plus de faire briller ses protégés, Dre s'assurait que chaque projet sous Aftermath reflète son talent en tant que producteur, nous offrant d'autres hits planétaires. Hot God
turn cold. Bring the body back, see the bullet hole, let her burn soul. Don't cry, he chose the life. Fast lane in the brain, he's supposed to fight. It took a while to get me, and I'm gonna take my time. Don't fight that good in your ear. Now let me blow your mind. Mais pendant ce temps-là, Dre n'a pas oublié son petit protégé, Eminem. Et pour l'élaboration du nouvel album d'Eminem, les deux compères ont encore une fois collaboré, donnant vie à plusieurs morceaux, dont le très célèbre Without Me. Le clip de cette chanson ne se contente pas de nous offrir un aperçu du talent d'Eminem, il joue aussi avec des scénarios amusants, mettant en scène les deux artistes. En 2001, après avoir affiné son art et découvert de nouveaux talents, Dre était prêt à ajouter une nouvelle étoile à son catalogue déjà impressionnant. Et tout a commencé quand Eminem lui a présenté un rappeur new-yorkais qui se faisait appeler 50 Cent. Après l'avoir rencontré, Dre est immédiatement tombé sous le charme de son style et ce coup de cœur a conduit Dre à signer 50 Cent chez Aftermath à travers le label d'Eminem, Shady Records. Encore une fois, Dre a eu le flair en devenant le producteur du premier album studio de 50 Cent, un succès monumental qui a mélangé gangsta rap et R&B. Dre sera d'ailleurs lui-même à la production de 4 titres de l'album, dont l'un de ses singles les plus populaires. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Après avoir propulsé 50 Cent au sommet des charts, Dre s'est à nouveau tourné vers Eminem, qui décidément en avait jamais assez. Cette fois-ci, Dre n'est pas simplement là en tant que superviseur, mais il se plonge encore un peu plus dans la musique, en travaillant sur pas moins de 8 titres. Tout en collaborant avec Eminem, Dre a continué à bosser avec certains des plus grands, une stratégie qui a donné naissance à de nombreux morceaux mémorables. Should've been did it, but I've been in the days though. I put friends over business into the day though. Me, man, I'm nothing like you. Got the kind of swagger that you ain't used to. Grâce à 50 Cent, Dre mettra la main sur une autre pépite du rap, The Game, un jeune rappeur de Compton qui a le potentiel de faire, à son tour, exploser les charts. Dr. Dre décide alors de le signer immédiatement dans son label, et résultat des courses, un nouvel album à succès sort sur le marché en janvier 2005. Et sur cet album, Dre ne s'est pas contenté de donner un coup de pouce, il s'est transformé en magicien de la prod, créant instantanément certains classiques de la carrière de The Game. Fresh like, Impala, chrome hydraulics, 808 drums, you don't want none. Better run when beef is on, I pop that drum. Needed to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Encore une fois, avec Dre aux commandes, l'album ne pouvait pas rater le coche. Et étant fidèle à ses habitudes, il avait ses chouchous avec qui il adorait travailler, mais son petit préféré, c'était sans aucun doute Eminem. Alors, en 2008, Dre et Eminem reprennent sérieusement les sessions studio pour attaquer un nouveau projet. Et en étant à l'affiche du single principal de l'album, Dr. Dre et ses deux élèves favoris ont créé l'un des titres majeurs de l'année 2009. They see that low rider go by, they like, oh my. You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why. I dip through in that 6 tray like Sick'em Dre. I'm an itch that they can't scratch, they sick of me. En réalité, cette année-là, Dr. Dre se lance dans une véritable mission, transformer l'album d'Eminem en une collection de hits. À ce stade, Dre est devenu le genre de personne avec qui tout le monde veut collaborer, comme s'il transformait chaque projet en or. Mais malgré ce nombre incalculable de collaborations lucratifs, il faut savoir que plusieurs projets ambitieux prévus chez Aftermath n'ont jamais vu le jour. Dre avait des morceaux et des albums en préparation avec des artistes comme Snoop Dogg, Timbaland et Ice Cube. Encore plus fou, il y avait même des discussions pour un soi-disant retour de son ancien groupe NWA, des projets potentiels qui auraient pu ajouter encore un peu plus à la légende de Dr. Dre, mais parmi ces projets inaboutis, un album en particulier est devenu un véritable mythe dans l'industrie musicale. À la sortie de son deuxième album, Dr. Dre s'est retrouvé face à un problème de taille. Et non, il ne s'agit pas de son briquet qui ne fonctionne pas. Avec la sortie de son album solo, il avait été bien au-delà de ce qu'il espérait, et il se demandait à présent comment il allait faire pour surpasser ce niveau. Dre ne voulait plus aborder les sujets qu'il avait traités par le passé, et il était prêt à passer à autre chose une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'il a eu une idée audacieuse. Créer une comédie musicale hip-hop, un album conceptuel raconté à travers les yeux d'un tueur à gages. Et chaque artiste sur l'album devait incarner un personnage dans l'histoire
l'histoire. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Denzel Washington pourrait faire une apparition en tant que narrateur, et Dre avait alors promis que cet album, sobrement intitulé Detox, serait prêt pour 2003, provoquant une immense attente chez ses fans. Mais malgré l'enthousiasme, Detox s'est retrouvé coincé à de nombreuses reprises. À la fin 2002, Dre se retrouvait face à un dilemme qu'il avait lui-même créé. Conserver ses meilleures productions pour Detox ou les donner à 50 Cent pour qu'il puisse lancer sa carrière de la meilleure des façons. En tant que bon samaritain, Dre a choisi d'offrir la crème de la crème à 50 Cent, un choix qui l'a amené à abandonner son concept de comédie musicale hip-hop, repoussant la sortie de Detox à fin 2004. Mais les rebondissements ne s'arrêtent pas là, parce qu'en réalité, 50 Cent n'a pas été le seul à se faire offrir les bijoux musicaux de Dr. Dre. Ses productions sont devenues des véritables pépites d'or pour une bande de stars comme Xzibit, Busta Rhymes, Obi Trice, Jay-Z et bien d'autres. C'était l'apogée de la production de Dre, et cette avalanche de tubes n'a malheureusement fait que repousser encore davantage la sortie de Detox, un album qui commençait sérieusement à se faire attendre. Avec tout ça, certains fans se sont même demandé si Detox n'était pas en réalité une légende urbaine, un peu comme le monstre du Loch Ness mais en version hip-hop. En plus de ça, en novembre 2004, Eminem sort son album sur lequel il promet que Dre sortira un jour ou l'autre son mystérieux album. And don't worry about that Detox album. It's coming. We gonna make Dre do it. À partir de là, plusieurs morceaux censés figurer sur l'album de Dr. Dre vont finir par fuiter. Tout d'abord en 2009 avec le morceau This Is Detox. I hit the ground running, not a step lost. If nothing else, know this hustle you gon' respect, dawg. I get checked by the best, don't get me upset, cause I got more of what you saw that ain't been seen yet. L'année suivante, Jimmy Iovine a annoncé que la chanson Under Pressure avec Jay-Z serait le premier single de Detox. Mais surprise, la chanson fuite à son tour sur internet avant même d'être terminée et masterisée. Résultat, un nouveau coup de massue pour Dre, qui se retrouve encore une fois à faire du surplace avec son album. Et donc pour avancer sur ce projet, Dre a décidé d'inviter ses rappeurs préférés à participer, avec l'intention de sortir une douzaine de singles, 0 morceaux de remplissage, juste des hits en béton armé. Mais voilà, le perfectionnisme légendaire de Dre et son désir de repousser les limites du hip-hop ont été l'une des causes principales du retard de la sortie de Detox. À chaque fois qu'une date de sortie était annoncée, elle allait et venait sans que l'album ne se concrétise. Pendant ce temps-là, Dre continuait de jongler avec d'autres albums, et d'après des rumeurs, certaines chansons sorties sur d'autres projets auraient potentiellement été planifiées pour l'album Detox. Et croyez-moi, ce sont de vrais hits. Full of bub, mama, I got what you need if you need to feel the buzz. Après des années à jouer au chat et à la souris, Dre a finalement décidé de mettre son album Mystère sur la touche pour se concentrer sur d'autres projets, et Detox n'a donc jamais vu le jour en tant qu'album officiel. Petit retour en arrière, on est en 2011, Dre en a ras-le-bol de toutes ces histoires avec Detox et décide de prendre une petite pause. Mais avant de faire une sieste bien méritée, il lui reste 2 de ses dernières recrues à produire, dont un certain Kendrick Lamar. Et donc après cette fameuse pause, Dre fait son grand retour en août 2015. Il annonce alors qu'il sortira un album, et non, il ne s'agit pas de Detox, mais bien de Compton. La production de l'album a été liée à Detox, mais l'album lui-même a été conçu quand la production du film biographique de NWA a donné à Dre l'idée d'une bande originale. On lui a alors lancé le défi de concocter une bande originale pour un film retraçant l'épopée de son ancien groupe, et bien sûr Dre a sauté sur l'occasion parce que ça lui permettait de plonger dans le passé et de créer ce genre de musique qu'il affectionne tant, le bon vieux G-Funk. Compton est donc sorti sous son label, et pour la énième fois, Dre a rassemblé la crème de la crème. Murder, that's murder, listen. Hit that suburban whipping, tinted windows, right at your wifey. And I bet you listen. We load up Pro Tools, and we throw the clip in both trays. That's one in the left and one in the right hand, Scottie Pippen both ways. Tout en marquant l'histoire du rap, Dre a aussi étendu son empire dans d'autres domaines du hip-hop, en faisant son petit tour de piste à Hollywood. En 1996, étant déjà une légende du rap, Dre décide d'explorer le grand écran et fait une apparition dans Le Prix à payer,
meurtrier jouant un armurier. En plus de sa performance, Dre s'occupe aussi de la bande sonore, ajoutant une touche authentique à l'atmosphère urbaine du film. Et en 2001, il fait un virage à 180 degrés avec la comédie The Wash aux côtés de Snoop Dogg. Dans ce film, Sean et D-Loc sont des colocataires qui n'ont pas payé leur loyer depuis un bon bout de temps et ils sont donc sur le point de se faire expulser. Ils vont alors postuler en tant que laveurs de voitures où ils vivent un tas d'aventures passionnantes. La même année, Dre montre un côté plus sérieux où il interprète un officier de police assez intimidant. Ici aussi, il met la main à la pâte pour la bande sonore, ajoutant une profondeur et une authenticité aux images. Mais donc, l'un des plus grands coups de génie de Dre dans le cinéma est probablement le biopic Straight Outta Compton, sorti en 2015. Et même s'il n'y apparaît pas en tant qu'acteur, il joue un rôle important en tant que producteur. Ce film a non seulement explosé au box-office, mais il a aussi solidifié l'image de Dre. La bande sonore qu'il a créée pour ce film a fait un carton en étant nominé pour les Oscars et aux Grammy Awards, mais en plus de ses travaux de fiction, Dre s'est impliqué dans plusieurs projets documentaires. Parmi ces projets, on compte une série documentaire qui explore la relation professionnelle entre Dr. Dre et Jimmy Iovine et leur influence sur la musique et la culture pop. Et avec cette envie de toujours aller plus loin, Dre ne tarde pas à se lancer dans une nouvelle aventure, l'entrepreneuriat. Et tout débute en réalité quand une marque de chaussures propose une collaboration à Dre. Avec son flair pour les grandes idées, il se dit alors qu'il peut faire encore mieux tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul, parce que c'est là que Jimmy aurait dit « Forget the sneakers, let's sell speakers ». En gros, il voulait vendre ce qu'il maîtrisait, des enceintes. Et donc, en tant qu'expert de l'industrie musicale, il savait précisément le type de son qu'il voulait entendre. Un soir, alors que Dre écoute ses morceaux avec un casque de très haute qualité en studio, il se dit « Et si tout le monde pouvait avoir ce genre de son ?» À cette époque, l'industrie musicale était envahie par le piratage, et même si Dre pouvait tolérer qu'on lui pique sa musique en ligne, il ne pouvait pas accepter que ses morceaux soient massacrés par des écouteurs pourris. En même temps, il a pas tort, les artistes les plus talentueux étaient parfois réduits à des MP3 compressés à 128 kilobits par seconde. C'était comme servir un plat gastronomique dans une assiette en carton. Ça ne se fait pas. Bref, Dre et Jimmy y ont vu une opportunité de changer la donne. Leur mission, créer des écouteurs si performants qu'ils vous donneraient l'impression d'être dans un studio d'enregistrement professionnel. Et en 2006, la machine a été mise en marche. Ils ont lancé Beats Electronics en bricolant d'abord les premiers prototypes. Et ce n'était pas juste une question de rendre le rap encore plus cool. Ils voulaient carrément redéfinir comment on écoute de la musique. Et devinez quoi, ça a fonctionné. Tout comme Dre l'avait imaginé, Beats est devenu le symbole ultime de qualité audio et du style. En 2008, Beats a alors débarqué avec sa première gamme de casques audio, faisant un saut qui a secoué le monde de la musique. Conçu avec une attention particulière aux basses profondes, les fondateurs ont été très clairs. Beats n'était pas destiné à jouer du Mozart ou du Chopin, ce casque était surtout fait pour offrir une expérience ultime aux amateurs de musique populaire. L'entreprise a par la suite sorti son ultime joker, les célébrités, avec notamment le placement de produits dans des clips. Énormément d'artistes et de sportifs ont été vus portant et utilisant les casques. Le résultat, des casques et des enceintes qui deviennent aussi célèbres que ceux qui les portent. Beats est alors devenu la référence pour ceux qui veulent avoir l'air cool tout en écoutant de la bonne musique. Mais là où Beats a vraiment marqué son empreinte, c'est en se retrouvant en plein cœur d'un bouleversement musical, l'ascension du hip-hop comme musique dominante. Bref, la marque était du bon côté de l'histoire, ce qui a aussi largement contribué à son succès. Finalement, en 2014, le géant Apple jette un œil sur Beats et se dit « Et si on les achetait ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Apple sort le chéquier et dépense la maudite somme de 3 milliards de dollars pour s'offrir la marque de Dre. Pourquoi ? Eh bien d'abord pour le style inimitable de Beats, mais aussi pour leur service de streaming musical Beats Music, qui allait devenir l'embryon d'Apple Music. Quoi qu'il en soit, l'un des points culminants de la carrière de Dr. Dre arrive en 2022, quand il va se produire aux côtés de ses amis les plus fidèles à la 56e édition du Super Bowl. Ce jour-là, il ira même jusqu'à faire un petit clin d'œil à l'endroit où tout avait commencé pour lui, Eve After Dark. Ce club qui lui avait donné l'envie de se lancer dans la musique pour devenir l'un des plus grands DJ au monde. Derrière cette légende du hip-hop se cache évidemment l'homme. Entre ses relations compliquées et certains moments de souffrance, la vie de Dr. Dre n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et à ses débuts, c'était un homme qui a vécu intensément. Et parfois un peu trop. Les soucis ont commencé en 1992, une année où il se fait remarquer pour une altercation avec un policier. Cette année-là, il aura plusieurs condamnations pour d'autres bagarres, et après une dispute avec son ingénieur, Dre recevra même 4 balles dans la jambe. Mais tout ça, ça ne va pas le calmer, loin de là. Parce que 2 ans plus tard, Dre passera à la vitesse supérieure, littéralement. Parce qu'il se lancera dans une course-poursuite au volant de sa Ferrari à travers Beverly Hills, avec en plus de ça un taux d'alcoolémie assez haut. Résultat, 8 mois de prison, une amende de 1 000 $ et un stage de sensibilisation à l'alcool. Bon, tout ça, ça suffira pour le calmer pendant quelques temps, avant de se retrouver attaqué par un soi-disant fan. La situation va rapidement dégénérer et le rappeur Young Buck va finir par poignarder le fan. Plus tard, ce fan prétendra que Suge Knight l'aurait
aurait payé 5 000 $ pour agresser Dre. Suge Knight, quant à lui, se défend en niant toute implication dans cette affaire. Et en fin de compte, notre fan sera condamné à 1 an de prison et recevra l'ordre de garder ses distances avec Dr. Dre. En dehors de ça, Dre connaîtra d'autres anecdotes, comme la fois où son barbecue a provoqué un incendie dans son manoir, un incendie qui aurait causé plus de 125 000 $ de dégâts à la maison, et surtout blessé 2 pompiers. Mais malheureusement, il sera aussi confronté à d'autres histoires, les droits d'auteur. On est au début des années 2000 quand Dr. Dre découvre que le succès, c'est un peu comme un cocktail bien chargé. Ça peut être délicieux, mais parfois ça donne un sérieux mal de tête. Et pour Dre, ce mal de tête s'est manifesté sous la forme de plusieurs procès pour violation de droits d'auteur. Parce que quand on parle de Dr. Dre, on parle aussi de sampling. Pour résumer en une phrase, le sampling, c'est une technique qui consiste à utiliser des extraits sonores d'autres morceaux de musique pour créer de nouvelles compositions. Et Dre, évidemment, c'était le maître en la matière. Mais parfois, il en abusait un peu trop. Et d'ailleurs, dès l'introduction de son album 2001, beaucoup de gens avaient comme une impression de déjà-vu. Eh bien, ce petit bijou sonore, c'est en réalité une version modifiée de la bande-annonce bien connue d'une société audio américaine nommée Lucasfilm. Du coup, Dre, en bon joueur, avait d'abord demandé à Lucasfilm la permission d'utiliser ce son pour son album, mais voilà, même les légendes se retrouvent parfois face à un refus. Enfin, sauf Dre, qui va alors décider de se servir lui-même. Et donc, quand l'entreprise Lucasfilm a entendu l'intro de Dre, ils se sont empressés de le traîner lui et son label devant les tribunaux. Il a alors logiquement été reconnu coupable de violation de droits d'auteur, mais il sera par la suite reconnu coupable de bien d'autres choses. Pour rester dans la musique, cette fois-ci c'est le groupe Fatback Band, un groupe des années 80 qui a décidé de faire un petit tour au tribunal, accusant Dre de s'être un peu trop inspiré du groove de leurs chansons. Après son petit accrochage avec le Fatback Band, qui lui a coûté 1,5 million de $, on aurait pu penser que Dre allait faire un peu plus attention. Mais en réalité, pas du tout. En pleine collaboration avec Eminem, Dre a décidé de puiser son inspiration du côté du jazz pour la création du morceau Kill You. Et plutôt que de se lancer dans un long procès, Dre a préféré une approche plus directe en sortant son chéquier. Une autre poursuite liée aux droits d'auteur a été intentée contre Dr. Dre à l'automne 2002, quand une société de films et de musique basée en Inde a poursuivi son label. Et même si cette fois c'est pas Dre mais plutôt DJ Quick qui a fait l'erreur de sampler sans autorisation, c'est bien Dre qui en payera les pots cassés, vu que c'était sous son label. Encore une fois, la chanson d'origine est beaucoup trop présente dans le nouveau morceau pour qu'on puisse passer à côté. Logiquement, en février 2003, un juge a statué que le label devait interrompre les ventes de l'album sur lequel se trouvait ce morceau s'il ne créditait pas la chanteuse indienne. En même temps, c'était un des morceaux les plus populaires de l'année 2002. Et puis, quand on est Dre, ça semble presque normal de passer par quelques procès pour embellir ses morceaux. Mais en plus d'être une icône du hip-hop, Dr. Dre est aussi un papa pool dévoué. Sa longue histoire avec Nicole, son ex-femme, a été une constante dans sa vie et il a maintenu des liens forts avec certains de ses enfants. Même si ça n'a pas toujours été le cas. Le premier enfant de Dre, par exemple, Curtis, est né alors que Dre n'avait que 16 ans et donc pendant les 12 premières années de sa vie, Curtis a grandi sans savoir qu'il était le fils d'une icône du hip-hop. Imaginez la surprise quand il a découvert l'identité de son père. Il a d'ailleurs ensuite suivi le chemin de son père dans le monde du rap en devenant à son tour rappeur et à l'âge de 21 ans, il apprend véritablement à connaître son père. En suivant les traces de son père, Curtis décide de fonder son propre label indépendant avant de lui rendre hommage en 2007. See the look on these people's face when they tell me their problems. I tell them I can't solve them. They think I can, 'cause my daddy was a doctor. Daddy was a doctor. Daddy was a doctor. Daddy was a doctor. Même si Dre et Curtis ont fini par renouer, ce n'est pas le cas de toute la famille. Latanya, la fille aînée de Dre, a par exemple affirmé dans des déclarations publiques que la relation avec son père était plus que tendue. En étant mère célibataire de 4 enfants, Latanya travaille pour des services de livraison de repas pour tenter de joindre les deux bouts. Elle a même
même connu des périodes sans domicile fixe et affirme qu'elle n'a pas vu un centime de son père depuis un bon bout de temps. Il paraîtrait que Dr. Dre lui reproche d'avoir un jour étalé des histoires de famille à la presse, même si on n'en sait pas beaucoup plus. Et cette histoire a évidemment fait les gros titres, mais elle n'est pas aussi tragique que l'histoire de André Jr., l'un des fils de Dr. Dre. Parce qu'après avoir perdu son frère, Dr. Dre a dû affronter un autre drame en 2008, la perte de son propre fils. Ce dernier a été retrouvé sans vie dans sa maison californienne par sa mère. La cause du décès a été confirmée par la suite comme étant le résultat d'une overdose. En dehors de ces histoires tragiques, les enfants de Dre sont plutôt mystérieux sur leur vie. Par contre, certaines de ses relations amoureuses l'ont moins été. Le 25 mai 1996, Dre épouse sa deuxième femme, Nicole. Ensemble, ils ont 2 enfants et semblent vivre un mariage digne d'un conte de fées. Du moins, en public. Parce que derrière les apparences, le scénario est loin d'être parfait. Leur vie de couple ressemble plus à une très mauvaise comédie romantique qu'au rêve hollywoodien. Et en juin 2020, Nicole a décidé de dire adieu à leur mariage en invoquant des différences irréconciliables. Ce qui est le terme chic pour dire qu'entre eux, c'était la guerre. Quelques mois plus tard, elle a ajouté du piment à la sauce avec des accusations graves. Dre aurait été verbalement violent et très infidèle. Bref, c'était le début d'un feuilleton judiciaire avec des rebondissements de partout. Après avoir souffert d'une rupture d'anévrisme et en attendant le jugement du divorce, Dr. Dre a été condamné à payer $2 millions en pension alimentaire temporaire, ce qui a encore un peu plus fait grimper la température. Mais c'était loin d'être terminé parce que le juge lui a ensuite ordonné de débourser plus de $300 000 par mois pour son ex-femme. Mais finalement, en octobre, Dre a reçu les papiers du divorce, le déclarant officiellement célibataire par le juge. Et honnêtement, il en avait pas l'air très triste. Quoi qu'il en soit, le verdict a fini par tomber. André garde la plupart de ses actifs, mais il devra quand même sortir une somme à 9 chiffres pour son ex-femme. En d'autres termes, elle s'est mis bien. Très bien, et laissez-moi vous dire que c'était loin d'être le seul souci que Dre ait connu. Bien avant ça, en 1991, Dre avait déjà connu sa première mauvaise aventure. Il s'est alors retrouvé au centre de l'attention médiatique pour des accusations de violence envers les femmes. Le 27 janvier, lors d'une soirée à Hollywood, Dr. Dre a agressé une animatrice de télévision. La personne concernée, c'est elle. Elle s'appelle Dee Barnes, et après avoir formé un groupe de musique à Los Angeles, elle a pris la direction des plateaux télé. En 1989, à l'âge de 19 ans, elle décroche un job en or sur la chaîne Fox pour animer Pump It Up, une émission où elle interviewait des artistes. Son job amenait les plus grands musiciens encore un peu plus sous les projecteurs. Mais notre histoire commence réellement après la diffusion d'un épisode en novembre 1990. Un épisode qui a secoué le monde du hip-hop. All suckers 100 miles and running. Like to give a shout out to the DOC. Y'all can't complain. Ensuite, Dee Barnes a plaisanté à ce propos devant la caméra. Always in the middle of controversy right here on Pump It Up. Et on sait bien comment ça se passe, une blague par-ci, un sourire par-là. Tout le monde trouve ça marrant, sauf Dr. Dre qui n'a pas du tout apprécié ce moment. Quand Dre va tomber sur l'animatrice en question, il va littéralement péter un câble et s'attaquer à elle devant des centaines de témoins qui assistent à une scène surréaliste. And what did he do? Did he say anything? Just grab me. He grabbed you. Just grab me. I thought he was going to walk past me. And he just grabbed me. Grabbed you how? They grabbed me by my hair and started slamming me up against the wall. It's a painful and traumatic experience. And then when you add celebrity into the factor, it's a constant reminder. L'animatrice a logiquement porté plainte suite à ça, tandis que Dre de son côté a plaidé non coupable. Mais la sentence a fini par lui donner tort et Dre se voit infliger une amende de $2500, 2 ans de probation et du travail d'intérêt général. Autant dire que ce n'est pas grand-chose. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête toujours pas là, parce que le groupe NWA s'est mêlé de l'affaire en minimisant l'incident. She got beat down. The host of that show did something and she know what she did and got beat down, and I hope it happened again. See you around, buddy boy. Plus tard cette année-là, l'animatrice a du coup intenté une action en justice de près de $23 millions contre Dre et plusieurs membres de NWA, les accusant de violence, de détresse émotionnelle et de diffamation. Finalement, et comme souvent dans les grandes batailles juridiques, la plainte se termine par un règlement à l'amiable avec un joli montant à 6 chiffres. Malgré tout, ça n'empêchera pas Dr. Dre d'en rire quelques années plus tard aux côtés d'Eminem dans un morceau qu'ils ont créé ensemble. Mr. Dre, Mr. NWA, Mr. AK, coming straight out of Compton, y'all better make way. How in the hell you gonna tell this man not to be violent? 'Cause he don't need to go the same route that I went. Been there, done that. Off. What am I saying? Do them both, Grady. Where's your gun at?
Malheureusement, l'histoire des violences de Dr. Dre s'étire sur une longue période, et ses ex-femmes vont en parler publiquement. En mars 2015, la chanteuse Michelle, qui n'est pas seulement connue pour ses talents vocaux, mais aussi comme la maman d'un enfant de Dre, va l'accuser à son tour. Elle révèle avoir été victime de violences domestiques pendant leur relation, sans pour autant engager de poursuites légales. Et ces histoires continuent avec Lisa Johnson, sa première femme, qui a affirmé que Dre l'a battue de nombreuses fois, y compris pendant sa grossesse. Elle a même fini par obtenir une ordonnance de protection contre lui, et en 2015, quand le film Straight Outta Compton est sorti, les spectateurs ont commencé à se demander pourquoi les violences de Dre n'étaient pas présentes dans le film. Face à ces critiques, Dre a décidé de sortir de l'ombre pour aborder le sujet. Il a alors déclaré publiquement qu'il s'excusait auprès des femmes qui l'avaient blessé, et il a ensuite continué en disant « C'était des moments très bas de ma vie, j'ai fait beaucoup de conneries, beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir effacer, j'ai été victime de violences, j'ai vu ma mère se faire maltraiter, donc il n'y a absolument aucune excuse pour ce que j'ai fait. Aucune femme ne devrait un jour être traitée de cette façon. » Malgré tout ça, que ce soit ses succès ou ses échecs, Dr. Dre n'a pas oublié ses racines. En tant que natif de Compton, Dre a une connexion profonde avec la communauté défavorisée. Et il a décidé d'utiliser son succès pour soutenir des causes sociales. Par exemple, en 2013, Dre et Jimmy Iovine ont lâché 70 millions de dollars pour créer une académie d'art, de technologie et de business, une initiative visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors oui, on va pas se mentir, au niveau personnel, Dre a eu pas mal de dérapages. Mais en dehors de ça, il est impossible de nier qu'il soit une véritable légende du hip-hop. On parle ici d'un type qui a commencé avec de simples platines et qui est devenu l'un des producteurs et DJ les plus influents de la planète. Il a littéralement pris le hip-hop par la main et l'a emmené jusqu'au sommet, transformant non seulement le monde du divertissement, mais aussi le côté business qui va avec. Et en tant que pionnier du rap à l'échelle mondiale, son influence transcende les frontières musicales pour façonner la manière dont le hip-hop est perçu à travers le monde. Voilà, comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, vu qu'elle parle d'un artiste que j'écoute quotidiennement et qui fait évidemment partie de mes artistes préférés. J'ai tenté de retranscrire le plus précisément possible sa vie sous tous les aspects. Et si vous pensez à une anecdote ou une info que j'aurais pu oublier de mentionner dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Merci encore pour tout votre soutien, ça fait énormément plaisir. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.